retrouvés tous dans la salle. Sauvez-moi. Comme on le dit souvent, même si on est dans le paradis, à un moment donné, quand la vie d'une personne est menacée, on est obligé de quitter d'un point A vers un point B pour vraiment, pas que seulement de trouver l'Eldorado, mais pour sauver sa vie et pour sortir une fois là-bas aussi, pouvoir travailler, mais aussi vivre aussi sans être un parasite de la société. Et pour moi, c'était essentiel parce que c'est de mon éducation. Vous parlez d'Eldorado, les Africains comparent encore souvent cette Europe, en fait, notre Europe, avec un paradis possible. Ce sont les deux regards. C'est pourquoi d'ailleurs ce livre, parce que quand même mon livre est sorti, certains frères m'ont traité d'égoïste et de plein d'autres choses. Mais quand je regarde la réalité, c'est pourquoi d'ailleurs il faut un nouveau narratif, notre narratif à nous, nous qui avons vécu. Il faut que nous racontions, que nous réexpliquions ce qui se passe, les réalités dans les deux bords. Parce que souvent, nos frères là-bas pensent qu'une fois ici, il y a un trésor qui est là, qui est, voilà, on met et puis on se fait la poche, la belle vie continue. Et de l'autre côté aussi, il y a ces millions d'Européens aussi qui pensent qu'une fois ici, nous profitons de la belle vie et on nous traite de tous les noms. Et voilà pourquoi c'était essentiel pour moi d'écrire mon histoire, mon vécu, afin que sur les deux bords, que les gens chassent la réalité de tout ce que les migrants vivent et de ce que ceux qui sont en Afrique là-bas ne connaissent pas. Pour ceux qui sont là aussi, pensent de nous et pourtant il y a une autre réalité derrière. Parce que votre euh, humilié, affamé, torturé, racontez-nous en quelques mots. Oui, la traversée a duré durant le tout en 9 mois parce que d'abord de la Guinée, tout a commencé une fois dans les frontières maliennes, burkinabé et nigériennes aussi. Et plus tard, quand on est arrivé en Libye, c'est là où j'ai découvert l'Europe. En fait, au XXIe siècle, qu'on puisse solidifier les gens, esclavagiser les gens, leur maltraiter, leur séquestrer pour des fins, c'est-à-dire pour des gains faciles. Pour moi, c'était inimaginable que cela puisse arriver à notre siècle. Donc on a vécu mais vraiment des choses atroces, des choses inimaginables qu'un humain peut infliger à son prochain. Étant aussi humain, cela m'a profondément étonné et c'est ce qui a été nos quotidiens jusqu'à ce que j'ai fait la traversée jusqu'à arriver en Italie. Un voyage douloureux qui reste encore d'actualité pour beaucoup de personnes, que ce soit des Palestiniens, des Libanais ou des Syriens. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Oui, ça me fait à la fois très mal parce que je suis contre toutes sortes de violences. Mais de l'autre côté aussi, j'attire l'attention de ceux qui sont occidentaux, c'est-à-dire ceux qui vivent au niveau de l'Occident, qui comprennent quelque chose. Moi, je n'ai rien contre les Ukrainiens. Quand il y a eu ce fameux problème en Ukraine, je suis contre ce qui se passe. Je n'ai jamais été là-bas, ils ne m'ont jamais fait du mal. Mais ce deux poids, deux mesures, oui. Le fait qu'on essaye d'accueillir, de placer plein de solidarité. Si vous avez remarqué à l'époque, il y avait beaucoup de migrants venus des autres pays qui étaient dans la rue à Bruxelles. Parce que qu'est-ce qu'on faisait? On a essayé de réserver les meilleurs lieux, les meilleurs endroits, les meilleurs accueils pour ces gens-là. Et moi, plus tard, un jour, je suis appelé, c'est-à-dire à qui venaient, et la comparaison aussi de nous autres migrants et les Ukrainiens comme étant des migrants de qualité, de même couleur de peau, de compte en banque, de voiture. C'est ça, vous l'expliquez comme ça, on se sent plus proche des Ukrainiens. Donc, ça m'a étonné, ce deux poids, deux mesures. Et ce que nous demandons, on est des humains. Oui. Quelles qu'en soient nos provenances, que les gens sachent qu'on ne peut pas appeler à la fois migrants et l'autre côté aussi on appelle réfugiés, pendant que les autres aussi ont vécu la même chose, la même situation avant de venir ici. Cela m'a étonné qu'un pays, là où on parle de droits de l'homme et tout ce qui sont, et toutes les lois d'ailleurs, parce que je vous dis la petite anecdote, en Afrique on dit souvent que ici il y a la famille, en Europe il y a la loi. Et un pays censé comme ça, comme on dit il y a la loi, je me retrouve avec ces deux poids, deux mesures. Pour moi, c'était vraiment inimaginable. Les droits de l'homme ne sont pas les mêmes pour tout le monde. En fait. C'est toujours ça, quoi. Voilà, il faut juste voir
comment peser les choses et comment accueillir aussi quand il s'agit des migrants. Et ça m'a étonné. Parce que je parle souvent, je rencontre beaucoup de migrants, j'échange avec eux, je vois leurs conditions et les Ukrainiens aussi, comment ça se passe. Je dis bien, je n'ai rien contre eux, franchement. Et ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, je suis contre. Vraiment, aucun humain ne mérite cela, surtout à notre siècle. Mais le fait qu'on essaye de prendre cette grande, comme on dit, cette grande solidarité, c'est ce qui m'a étonné. Quand je vois les autres venant d'autres pays de guerre et ce qui se passe, et faire comme ils veulent, c'est-à-dire pour s'en débarrasser. Et c'est ce qui me tombe. Vous avez dit dans l'une de vos interviews que tout homme, même parmi les migrants, quand il est chef, abuse de son pouvoir. Ça veut dire quoi? Souvent, en fait, l'autorité, quand on attribue à un certain nombre de personnes, il y a ce qu'on appelle l'abus. Et moi, j'ai peur en face de ça. Parce que certains se servent de leur manteau de pouvoir. Dès qu'ils sont élus, parce que même quand nous, on était sur la route, souvent, je voyais des jeunes qui sont nommés chefs du foyer, qui se permettaient d'escroquer les gens, les nouveaux, ceux qui viennent. D'ailleurs, j'explique au début de mon spectacle, c'est qu'ils sont censés être l'intermédiaire pour aller faire des achats et autres. Quelque chose qui coûte à 2000, ils vont exagérer pour gagner encore de plus, et en plus de leur commission, de ce que vous devez leur donner. Et aussi, des fois, quand il y a des filles, c'est-à-dire s'ils tombent amoureux de ces filles-là, ils essaient de passer par tous les moyens aussi c'est-à-dire pour obtenir ce qu'ils veulent, se servir de leur pouvoir et tout ça. Déjà, ça se voit aussi avec les politiques d'ici, avec tout ce qui se raconte. C'est pourquoi moi, je dis le plus souvent, je voudrais vraiment, j'aime rencontrer la jeunesse, parce que c'est la crème de l'avenir du continent. Et je me dis que tant qu'il y a des belles personnes autour de ces tables, c'est-à-dire ces tables où les politiques se réunissent, je pense que beaucoup de choses vont changer. Vous avez d'ailleurs déjà livré votre témoignage dans des universités, vous avez déjà été invité dans des écoles? Oui, et je devrais prendre la parole au compte de Necropolis United, où moi-même je suis membre. Et c'était super de rencontrer aussi d'autres jeunes, d'échanger, de parler et aussi de prêter à leurs questions et tenter ensemble de répondre dans les échanges. Pour moi, c'était super. Et d'ailleurs, c'est mon vœu un jour d'aller vers l'Afrique pour pouvoir parler, échanger avec les gens, parce que je me dis quelque part que je ne vais pas m'arrêter seulement derrière ces écrans ou bien chaque fois sur les réseaux sociaux pour parler. Je veux rencontrer les gens. Comme je l'ai fait récemment quand je suis parti au Maroc. Pour moi, c'était essentiel que je les regarde, on se regarde dans les yeux, on essaie d'échanger, de parler, même si c'est très difficile, parce que pour certains, là-bas, on me paye pour ça, on me donne de l'argent. Il y en a même qui pensent que j'ai épousé une femme blanche. C'est-à-dire, là où je dis souvent, le ridicule ne tue pas. Souvent, quand je sors d'un spectacle, on me demande, ah ouais, vous êtes intelligent, monsieur. Si vous avez épousé une femme blanche. Ah oui, donc, vous avez ce genre de réaction? Vous voyez, donc, en fait, je n'essaye pas de frustrer quelqu'un. Tous ceux qui viennent voir, je veux qu'en quittant, qu'ils quittent avec quelque chose. Je ne dis pas forcément tout ce que moi je raconte, qu'ils vont gober ça, prendre ça directement. Qu'ils mènent leur propre investigation sur chaque mot, sur chaque expression, sur à chaque fois qu'un politique, quiconque énonce quelque chose, qu'ils mènent leurs propres investigations pour savoir qu'est-ce qu'on a dit et retenir ce qu'eux-mêmes ils ont compris sur ça, mais pas non seulement juger en fonction de ce que telle ou telle personne raconte de telle chose. Et moi, à chaque fois que je suis en face d'un tel cas comme ça, je n'essaye pas de frustrer. Soit je joue au silence ou bien je des centaines de pages que vous avez commencé à écrire sur votre téléphone lors de vos nuits d'insomnie au Petit Château. Oui, d'abord, j'avais commencé à faire des petits fragments
quand j'étais en Libye, c'est-à-dire à chaque fois que j'arrive à me connecter sur le téléphone de quelqu'un, je m'auto-envoyais des messages, quoi, et puis je passe dans le compte de la personne. Et arrivé ici, au début je ne voulais pas, mais en écoutant les gens, sur les médias, tout. Ah ouais, ils prennent des bateaux facilement, ils viennent encombrer notre pays, ils prennent le boulot de nos enfants, ils viennent pour des raisons économiques, tout ce qui s'ensuit. Je me suis dit, mais à un moment donné, il faut que nous racontions notre histoire. Il faut que nous les expliquions. Et c'est important pour nous. Et c'est là que j'ai commencé. Mais pour moi, au début, c'était vraiment quelque chose de thérapeutique. C'était mon seul ami, mon téléphone. Me mettre à écrire. Jusqu'à un jour, je me suis retrouvé avec 800 pages. Et là, l'idée maintenant d'une édition, d'un livre, me venait. Mais comme en ce moment, j'avais commencé, au début, j'étais au centre, j'ai été chassé du centre en plein mois d'hiver, et je me suis retrouvé dans la rue et j'ai commencé à écrire. C'était mon seul ami. C'était le seul moment pour moi, voilà, de sortir de toute cette réalité. Parce que être migrant, être sans papier, sans abri, noir dans les rues de Bruxelles, c'est autre chose. Et pour moi, c'était un moment où je me retrouvais dans d'autres univers, mais qui étaient paisibles pour moi. Et c'est comme ça que je m'amuse à écrire jusqu'à 800 pages. Et voilà, suite à des rencontres, des belles personnes que j'ai rencontrées, Sandra Rako qui n'est pas là ce soir, grâce à elle d'ailleurs, j'ai connu toute une équipe encore derrière moi, qui m'ont d'abord montré quelque chose qui, pour moi, c'était énorme. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler le spectacle, le livre et tout ce qui s'ensuit. Oui, parce qu'on peut rappeler qu'en 2017, lorsque vous êtes au Petit Château, donc à Bruxelles, vous apprenez que votre demande d'asile est rejetée. On vous dit alors que vous avez 24 heures pour quitter le pays. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Quel était votre état d'esprit après toute cette traversée, après toutes ces épreuves? Dès que on m'a annoncé, à l'époque, l'Office des étrangers était à la gare du Nord, que je devrais quitter dans le pays, c'est-à-dire d'ici 30 jours, avec un laissez-passer pour me retourner. Je vous rappelle que c'était la procédure de Dublin. C'est la première torture psychologique d'abord, au niveau de la migration. C'est comme ça, c'est la machine c'est-à-dire qui permet de torturer psychologiquement les migrants. C'est que le Dublin, c'est l'instabilité pour le migrant, l'insécurité totale. Pour vous dire que, préparez-vous, vous pouvez quitter à tout moment. On peut vous mettre dehors à tout moment. Parce que vous êtes censé vous retourner en Italie, en Grèce ou bien en Espagne. C'est le premier pays d'accueil. Donc nous allons les appeler. S'ils ne disent rien, allez. On ne vous écoute même pas. Pourquoi vous avez quitté dans votre... Ça ne les intéresse pas en ce moment. Il faut juste se retourner. C'est le cas, même en Allemagne, c'est comme ça arrive. Et moi, j'étais dans cette instabilité. Est-ce qu'il faut apprendre là? Est-ce qu'il faut apprendre telle chose? Mais étant donné que je dois quitter, mais pourquoi je vais... Chaque jour, vous êtes rongé par cette... L'Italie n'est pas quand même sur la planète Lune, Pluton ou bien Mars, c'est tout près. Mais pourquoi attendre 3 mois, 6 mois, cette longue attente pour pouvoir... Et j'étais dans cette réalité-là. Et finalement, un matin, on m'a annoncé. Inévitable, parce que pour moi, c'était... Je ne m'attendais pas surtout. Et on m'a dit au centre, d'ici 12 heures, vous devez quitter. On m'a annoncé à 10 heures, on m'a dit d'ici midi, vous devez quitter, en plein mois d'hiver. Et lorsque je sortais, pour la petite anecdote, je vois une dame enceinte, en grossesse vraiment avancée. Elle aussi avec son petit plastique. Je dis dans ma tête, mes petits, tranquille. Hein. Si ils se sont permis de chasser cette dame-là, avec son état, aucun humanisme. Mais vous alors, pourquoi vous vous apitoyez sur votre sort? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Et j'ai passé quelques mois. Et c'est grâce à 2 belles personnes, 2 jeunes flamands, comédiens aussi, qui m'ont recueilli dans la rue et qui m'ont hébergé chez eux. Grâce à eux, j'ai eu mon premier travail. Et grâce à ce travail, j'ai commencé à payer mon avocat.
Et voilà, la porte d'espoir a commencé à s'ouvrir petit à petit. Après tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'il est difficile pour vous de faire confiance en quelqu'un? Est-ce que vous croyez encore en l'humanité, on va dire? Maman m'a dit que 2 ou 3, 4 trahisons, même 1000 trahisons, ne doivent jamais vous dire dans la tête que tout le monde est comme ça. Dès que vous pensez comme ça, c'est que vous êtes vaincu. Et elle m'a souvent dit, si vous êtes vaincu, vous n'êtes pas mon fils. Vous êtes un bâtard. Parce que moi, je n'ai jamais été vaincu par ça. Je me dis toujours, il y a des bons, il y a des mauvais. Et tout le monde n'est pas égaux. Elle nous disait souvent, pendant que tu commences à te décourager que tu es vaincu, regardez tes doigts. Elle nous disait souvent, regardez vos doigts, est-ce qu'ils sont égaux? On dit non. Alors, ne dites jamais que tout le monde est comme ça, tout le monde est comme ça. Ceux qui vous ont trahi, oui, ils vous ont trahi. Peut-être il y a 10 millions de personnes qui ne vont pas vous trahir. Donc, c'est pourquoi elle disait, et moi aujourd'hui, si je dis que je n'ai pas confiance à l'humanité, qu'est-ce que je peux donner à mes enfants? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que je peux? La haine de tout ce que j'ai vécu. Ils n'ont pas besoin de ça. Comme maman me disait souvent, ce sont mes invités spéciaux dans ma vie. Moi, mes bêtises, mes conneries et tout ce que j'ai connu, tout, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'autre chose de moi. Et ce qu'ils ont besoin là, c'est pour qu'ils soient un bon citoyen dans ce pays-là. Mais un bon citoyen, pas que seulement pour ce pays, mais pour le monde entier. Il faut que je leur transmette un autre message qui dit qu'il ne faut pas qu'ils soient des bombes humaines face à tous ceux qui m'ont fait du mal. Il n'y a qu'une minorité qui m'ont fait du mal. Il y a une grande majorité qui est là, heureusement d'ailleurs, qui nous soutient, qui nous accompagne, qui nous comprennent et qui sont de cœur avec nous, qui nous donnent de l'espoir. Ça, c'est immense pour nous. Vous parlez souvent de votre maman dans les différentes interviews, et elle est présente même sur scène, en fait, dans votre spectacle. Oui, c'est la voix de Babetida. J'avais voulu vraiment, parce que cette voix, elle est forte, elle me rappelle d'elle. C'est le plus grand regret d'ailleurs que j'ai de toute ma vie, parce que ma maman, elle reste ce baobab, cette bibliothèque dans ma vie. Elle est dans une maison de retraite. J'ai pas pu supporter. Parce que ce que je voyais, l'image qui était là, avec ceux qui venaient voir leurs parents et partis, ça m'a choqué. Parce que honnêtement, je peux comprendre, c'est une réalité ici. Mais moi, avec ma maman, je ne peux pas. En fait, je ne peux pas. Et j'écoutais ces personnes âgées là-bas, les mots qui venaient, quand je m'occupais de ces gens. Tout. Il y en a qui tombaient malades, parce que à cause du manque de ressources humaines autour de cette solitude. Hein. Oui, cette solitude leur tue à petit feu. Et moi, quand je pense à mon maman, c'est impossible. Et c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Nous, on n'a pas connu de crèche, on n'a pas connu la garderie. Après l'école, la grand-mère, je l'ai dit souvent, et la maman, chaque soir, même à mon âge là, j'ai envie d'être à ses côtés, d'écouter. Il ne serait-ce que même une minute avant d'aller me coucher. Les mots, tout ce qu'elle me dit, pour moi, c'est comme si j'étais sur le désert et qu'on faisait descendre des boules de glace seulement. Donc, pour moi, le fait qu'elle n'est pas là aujourd'hui, c'est le plus grand regret d'ailleurs que j'ai. Et je peux vous demander si vous avez gardé contact avec elle? Oui, souvent nous parlons et elle parle souvent avec ses petits-enfants, même si ça la fait beaucoup mal d'être toujours derrière un écran d'air, elle n'aime pas. Et c'est ce qui me fait, j'ai envie aujourd'hui que l'éducation que nous avons reçue de notre grand-mère, que mes enfants aussi en bénéficient les mêmes. C'est mon souhait. Et c'est pourquoi je dis que c'est le plus grand regret de tout ça. Je n'ai pas de regret pour tout ce que j'ai vécu, mais j'ai le regret que ma maman ne soit pas là, qu'elle ne soit pas à mes côtés quotidiennement, comme l'espoir. Pour moi, elle est intarissable. Alors, votre histoire, c'est un livre, c'est aussi une pièce qui s'appelle Notre Soleil. Pourquoi? Oui, Notre Soleil, dans ma langue,
Notre soleil, ça veut dire notre vécu, notre parcours. Et quand vous prenez aussi la définition du mot soleil, il y a le dynamisme, il y a la lumière et il y a l'espoir. C'est aussi la parole de maman, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc nous ne devons pas tout abandonner, se décourager, voilà, démissionner de ce que nous entreprenons. On doit toujours comprendre que peut-être demain, il y a mieux qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait de nous des personnes courageuses pour aller de l'avant. Et revivre vos traumatismes, votre histoire sur scène, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est thérapeutique. Pour moi, c'est immensement thérapeutique pour moi parce que à chaque fois que je parle de mon histoire, à chaque fois que je joue sur scène, je dors très bien ce soir. Et c'est comme si je me débarrassais de quelque chose. Et pour moi, ça me libère. C'est ce qui est très important pour moi. Vous avez été invité donc à jouer votre pièce ce soir, donc le 14 décembre, dans le cadre du Festival Frontières, donc mis sur pied par Fait d'Asile. Qu'est-ce que ça vous procure que ce soit Fait d'Asile qui vous invite? Et aussi, qu'est-ce qui évoque le mot Frontières pour vous? D'abord, Fait d'Asile, c'est une première fois d'abord. Ça fait partie de mes souhaits d'aller jouer, pourquoi pas au compte du César ou bien au compte de l'Office des étrangers, où maintenant on se trouve au compte du Fait d'Asile. Je me dis, cela montre d'abord ce Fait d'Asile de Moucron, une grande. Chaque endroit est différent de l'autre. Surtout, je ne fais pas de cadeaux avec le Fait d'Asile de Petit Château. Et en général, tous les autres Faits d'Asile aussi en Belgique, par rapport, je fais même une comparaison même entre les Faits d'Asile de la Belgique et ceux de l'Italie. Vous voyez un peu, donc si je suis invité là aujourd'hui, pour moi c'est important parce que je me dis quelque part, d'abord je vais rencontrer ceux qui, c'est-à-dire, disons, ceux qui nous ont à l'époque encadrés, c'est-à-dire les assistants et tous ceux qui sont là, qui travaillent dans le milieu. Pas forcément eux, mais je pense que c'est le même boulot. Et aussi, peut-être dans la salle, il y aura mes frères. Avec eux, nous allons échanger. Oui, tout à fait. Ils ont des questions. Dans l'échange, je vais apprendre. Je vais apprendre quelque chose. Et eux aussi, ils vont apprendre quelque chose de moi. Pour moi, je trouve cela meilleur. Parce que, vous le savez, dans chaque Fait d'Asile, ce que les gens ne comprennent pas, des fois, vous transformez les gens en bombes humaines. Je vous dis pourquoi. Cette machine de torture psychologique, cette attente longue, et c'est le fait de se débarrasser de ces gens-là. Il y en a qui ne supportent pas de la même manière. Certains vont se mettre à fumer. Certains vont se mettre à picoler tout à bord de l'alcool. Et finalement, ils vont devenir comme ceux qui sont à la gare du Nord actuellement. Quand vous partez, vous voyez beaucoup de jeunes là. Et après, les Occidentaux vont dire, bon voilà les migrants, voici comment ils sont. Ils pourrissent notre pays, voilà. Mais est-ce qu'ils savent comment ces gens-là sont arrivés là? Tout le monde n'arrive pas à canaliser de la même façon ses soucis, ses problèmes. Il faut des gens pour vraiment être là, pour les soutenir, pour les accompagner. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et quand les gens se retrouvent dans ces soucis, c'est pourquoi je parle des rencontres, le fait d'organiser des sorties, des excursions et tout, c'est aussi important pour eux. C'est aussi important aussi les animations où ils peuvent poser leurs problèmes, leurs questions sans qu'on leur demande à huis clos. Vous pouvez tout me dire, c'est pas grave. Vous savez, il y a plusieurs sortes de gens qui sont avec les migrants. Mais je vais citer 3 catégories. Il y a ceux qui font des buzz, c'est-à-dire pour dire qu'on est solidaire aussi avec, et ça se voit sur les réseaux sociaux, les migrants derrière tout. Ouais. Il y a ceux qui sont dedans parce qu'ils travaillent, mais ils n'ont aucun sentiment pour ces gens-là. Après, ils sont eux qui vont dire, je suis professionnel. Et après, quand vous quittez dans le sang, vous les saluez dans la rue, ça m'est souvent arrivé. Ils n'ont même pas une seconde pour toi. C'est que l'humain n'est plus là, c'était le travail. Si j'étais disponible pour toi, et c'est fini. Je les appelle les professionnels. Et il y a ceux qui travaillent dedans, ou qui ne travaillent pas dedans, mais qui sont une autre catégorie de population, qui sont de cœur avec nous, qui comprennent notre situation.
qui ont des larmes quand vraiment ils nous voient dans les soucis. Bien sûr, tout le monde ne peut pas nous offrir tout ce que nous voulons, surtout l'argent. Mais le fait de nous considérer comme des humains, et cette catégorie-là, c'est cette catégorie de personnes qui a de cœur avec nous, qui nous considèrent comme des humains, qui enlèvent le voile. Et quand vous parlez de cette question de frontières, moi je pense que du moment où on enlève le voile de migrants, de personnes illégales, d'exil et tout ce qui s'ensuit, il y a l'humain qui s'impose. Et si l'humain s'impose, je pense qu'il n'y a plus de frontières. Médical, avec des autistes, ça c'est bien ça? Oui, je travaille dans un centre qui accueille des personnes double diagnostic, des personnes trisomiques, mais autour de tout ça, c'est qui me tient à cœur beaucoup parce que ce travail, c'est un travail pour moi qui, tout humain qui passe par là, peut comprendre que l'humain ne se réserve pas de ce que nous entendons souvent dans d'autres lieux. Ces personnes qui sont là, au fait, le fait même de dire qu'ils n'ont pas de filtre, pour moi, c'est important. Beaucoup de gens sont avec nous, les migrants, rigolent avec nous, sourient avec nous, mais derrière, il y a un voile. On le saura peut-être plus tard, que ces personnes-là, c'est pas c'est-à-dire par humanisme, elles sont avec nous, mais il y a autre idée derrière. Mais étant, c'est-à-dire dans ce milieu où je travaille, je me dis quelque part, c'est important. Il n'y a pas que mon salaire derrière, mais il y a cet humain qui est là. Bien sûr. Et cet humain, pas que seulement ils sont dans les besoins, mais j'apprends avec eux. J'apprends beaucoup. Et franchement, j'apprends beaucoup de l'humain avec eux. Et ça, c'est important. Et c'est que aussi, j'ai eu la chance aussi, parce que j'ai travaillé dans plusieurs endroits, mais cette fois, je me suis retrouvé avec des collègues qui ont vraiment l'esprit social et qui, avec un directeur digne de confiance. Ça, j'avais rarement eu ça. Je ne dis pas, partout où je suis passé, ça n'existe pas, mais rarement eu ça quelque part. Parce que je sais, il y a eu des endroits où j'ai travaillé, où je suis passé, je sais ce qui se passe, ce qui se dit. Et ce qui est aussi important, le fait aujourd'hui que je me retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire parmi ceux qui contribuent, ceux qui payent les impôts. Parce que cette Belgique m'a accueilli et j'ai rencontré des belles personnes. J'ai un devoir envers la Belgique, payer mes impôts, bien éduquer mes enfants pour qu'ils soient un bon citoyen dans ce pays-là. Et moi aussi, travailler pour ne pas être un parasite de la société. C'est pourquoi quand j'ai eu ce travail, c'était ma première paix du cœur, mon premier paradis. Et mon premier Eldorado d'ailleurs, franchement. Parce que Eldorado, ma maman dit souvent, le paradis, c'est vous qui devez créer ce paradis. Et ne vous arrêtez pas quand vous le créez. Mais comment le maintenir? C'est plus difficile. Pour maintenir ce paradis à long terme. Alors, mon rêve aujourd'hui, c'est de maintenir ce paradis que j'ai en main, que moi-même, à travers ma soeur, que j'ai eu, à travers quoi mes enfants, mon épouse, j'arrive à subvenir leurs besoins, ce paradis-là. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de continuer à maintenir ce paradis. Et c'est grâce à ce travail. Dernière question. Aujourd'hui, Franck Kourouma, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va. Ouais. Ça va, c'est encore motivé, encore déterminé, encore avec plein d'espoir et plein d'engagement aussi. Et je suis très heureux que je puisse être là, présent dans la vie de mes enfants, être là, présent aussi pour cette Belgique, ensemble, en train de faire de telle sorte que voilà, des millions de personnes qui font la même chose pour que ce pays-là aille. Et ça, je me sens à la fois investi d'une mission auprès de mes enfants, mais aussi pour ce pays, à ce que ça aille bien. Pour cela, avec la santé, je dis Dieu merci.
Merci pour cette belle rencontre. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà.